C'est la suite de la table 1. Donc, après avoir parlé de l'enfant, comment il est élevé, comment il grandit, on s'intéresse à l'adulte qui arrive en entreprise. Comment le cadre de l'entreprise permet de s'exprimer comme on est. Comment l'entreprise s'ouvre-t-elle ou accueille-t-elle la différence. On va parler des enjeux, des défis autour de l'évolution des cultures d'entreprise. C'est donc une discussion autour du leadership et des éléments comme l'empathie, la bienveillance, l'inclusion ou au contraire la différence. Le fil conducteur de cette table 2, ça va être travailler ensemble et le leadership positif. Alors, j'ai la chance d'accueillir ce soir, à ma droite, Natacha Emilien, qui est une entrepreneuse à impact. Elle est Deputy CEO de CSI Energy Group. Elle est la fondatrice de l'initiative Border Good pour une meilleure représentativité des femmes sur les conseils d'administration. Elle est leader en stratégie commerciale et transformation d'entreprise avec 20 ans d'expérience. Et elle compte pas mal de réussites dans ce sujet à son actif. Elle a un état d'esprit agile, elle a un sens aigu des affaires et elle sait comprendre l'humain. Elle est la présidente et membre du comité d'audit et de risque du conseil d'administration et chairman de Attitude Property Ltd. Elle est présidente et membre du comité d'audit et de risque d'Arise Ltd. Et elle est membre de YPO. Elle fait bouger les lignes avec Border Good, la communauté de 450 femmes, leaders, publiquement candidates à des postes au sein de conseils d'administration à Maurice. Ensuite, à sa droite, il y a Megha Venkatasamy. Elle est consultante et méta-coach certifiée. Elle aide les femmes et les hommes à s'approprier pleinement leur vie vers plus d'autonomie. Megha est certifiée en constellation familiale systémique, accompagnant la résolution de traumatismes chez l'individu à travers des groupes de parole. Elle est une animatrice certifiée du Shakti Moon Led Women Circle, formée dans le cadre de She Stands Tall Project, basé à Bangalore. Et enfin, elle est certifiée professeure de Hatha Yoga par l'International Yoga Alliance. Elle est formée à l'enseignement du yoga respectueux des traumatismes. Une dernière invitée ce soir, c'est Hubert Gaspard. Hubert Gaspard est psychologue du travail. Actuellement, il est Group Chief Human Capital Officer chez IBM. Après un court passage dans l'enseignement des mathématiques, il a accumulé 25 ans d'expérience dans les ressources humaines. Chez IBM, aujourd'hui, ses expériences professionnelles l'ont naturellement orienté vers un master en psychologie du travail. Il a à cœur le bien-être de l'humain, tant au niveau individuel qu'au niveau professionnel et social. Il a une carrière internationale puisqu'il a travaillé au Canada, en France et à Maurice dans le domaine des ressources humaines. Et enfin, moi-même, Barthélémy Aubé, j'ai 45 ans, j'habite à Maurice depuis 10 ans, après 15 ans de carrière à Paris. J'ai une épouse mauricienne et je suis moi-même mauricien depuis 2 ans. Je suis papa de 2 petits-enfants, plus trop petits, et j'ai managé jusqu'à des équipes de 12 personnes. Ma carrière, c'est d'avoir été recruteur et commercial depuis 2003, l'année de la création de LinkedIn, où je suis très actif. Go Up Up Up, l'entreprise que j'ai fondée, que je dirige actuellement, est la 3e entreprise que j'ai fondée. Mon métier actuel, c'est d'accompagner les entreprises dans leur stratégie face à la guerre des talents. C'est-à-dire que la guerre des talents, c'est 2 challenges. 1, Maurice voit naître de moins en moins d'enfants, et donc il y a de moins en moins de main-d'œuvre disponible. Et 2, la technologie donne aux personnes talentueuses de plus en plus d'impact. Une seule personne peut démultiplier ses actions
grâce à Internet, aux réseaux sociaux et à l'IA. On l'a vu tout à l'heure avec le couple qui était sur Instagram. Alors, la première question que je vais poser à tous les trois est une question commune. Selon vous, comment le leadership évolue-t-il? Peut-être, Natacha, on peut commencer par toi. Bonsoir à tous. Déjà, je ne serai peut-être là. Merci pour ce panel. Alors, on est en train de vivre, je pense, une transition extrêmement intéressante dans le milieu du travail parce que, effectivement, on est en train de faire face à pas mal de challenges. Tu as cité la technologie, l'IA. Il y a aussi cette nouvelle génération, justement, qui, quelque part, a le choix et qui est extrêmement bien informée aussi. Et donc, qui, quelque part, demande aujourd'hui à l'entreprise plus, demande work-life balance, demande un purpose, comme on dit, demande à être écouté, demande à être entendu, demande une carrière. Donc, par rapport à tout ça, forcément, quand on voit tous ces challenges-là, on peut se dire, mince, extrêmement compliqué pour un leader aujourd'hui de naviguer tout ça. Moi, je vois ça comme une opportunité, au fait. Une opportunité pour que le leadership se réinvente. Donc, effectivement, comment est-ce que ça évolue tout ça? Je crois que, comme tout changement, il faut un facteur déclencheur. Et je crois qu'on a le facteur déclencheur aujourd'hui, cette difficulté quelque part à attirer, à retenir les talents qui se font de plus en plus rares, comme on dit, à l'échelle mondiale, mais encore plus au niveau d'une toute petite île qui est la nôtre. Donc, cette difficulté qui nous force aujourd'hui à nous réinventer en tant que leadership. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau leadership? C'est le leadership qui, justement, est un leadership qui écoute, qui est humble, qui se réinvente, qui est un peu comme le panel qu'on a entendu un peu plus tôt, se dit, je ne sais pas tout. Et pareil que vous, j'apprends dans ce nouveau contexte. J'ai pu être leader pendant 20 ans, mais aujourd'hui, avec toutes les choses dont on fait face aujourd'hui, auxquelles on fait face aujourd'hui, je réapprends. Donc, cette humilité, je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce nouveau leadership, justement, attire, retient, et par conséquent, celui qui n'est pas humble, celui qui n'est pas dans cet apprentissage-là, dans la tradition, peut-être un autre rendu, en fait, au niveau de... Il ne part pas forcément avec les mêmes chances face à la rapidité à laquelle circule l'information. Exactement. Voilà. Méga, tu veux nous dire un mot? J'ajouterais que, parce que tu viens de dire, c'est que le leadership aujourd'hui, c'est intéressant, on dirait c'est un leadership en mouvement de constante création. Aujourd'hui, on commence à entendre I'm obsolete, now we have to unlearn and learn again. Et si moi je superpose mon regard et les bases de mon métier, je dirais que on commence à voir l'émergence d'un leadership cyclique. Donc les saisons de la vie, les saisons de la terre, on commence à comprendre qu'il y aura le printemps, un début, des idées, des créations, l'été, peak performance, ralliement, la récolte, on aura l'automne où il faudrait récolter ce qui en reste, la transmission des apprentissages, commencer à aller au repos, il va aller complètement au repos et se dire on recommence. Peut-être c'est limite innocent de ma part, mais je dis c'est bourré d'espoir. C'est rempli d'espoir parce que plus le leadership est cyclique, on va toucher à la nature de l'humain. Et plus on touche à la nature de l'humain, on met les chances de notre côté. On a vraiment, je dirais, l'enfant qui a été bousculé rentre comme un adulte bousculé dans le corporate. L'adulte peut-être aura beaucoup plus de chances d'évoluer. Alors, est-ce que je comprends bien si je fais une analogie avec dans le business, on dit qu'il y a des vagues et c'est la même chose. Donc là, on est en train de vivre la vague de l'IA. Ouais. Il y a de la valeur qui est générée au sein des entreprises. Ouais. Et il y a un cycle qui est en train de se dérouler de la même manière que dans les années 2000, il y a eu le cycle d'Internet qui a généré beaucoup de valeur. Ouais.
et qui a fait des champions en termes d'entreprises qui sont aujourd'hui sur le marché. Parce qu'on entend aujourd'hui le conscious leadership, ça n'existe pas 10 ans de cela. Ouais. Donc c'est une opportunité Ouais. aussi. Moi je le vois en tant que recruteur, c'est une opportunité aussi pour les jeunes qui rentrent sur le marché d'arriver en entreprise avec un savoir-faire qui n'existait pas il y a 3 ans et donc sur lequel ils sont pionniers. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Les cycles, en fait, c'est potentiellement un grand espoir, entre autres pour la jeunesse. Hubert? Alors oui. Alors peut-être pour faire le lien avec le précédent panel, je pense que le leadership est en pleine transition. Le leadership d'antan, on avait l'image le leader était celui qui possédait l'information, qui avait l'autorité et qui savait tout. Or, aujourd'hui, nous sommes en pleine transition. L'information est en abondance. Ce n'est plus le leader qui connaît tout. C'est le leader qui va savoir utiliser l'information pour être au service des gens et non pas en autorité. On parle de leadership bienveillant, on parle de leadership servant, de leadership serviteur. Et puis, je disais un peu plus tôt, je pense à la journaliste qui disait, Natasha Dati, en plein challenge de la technologie, on aurait tendance à se dire, est-ce que le leader peut être remplacé par l'intelligence artificielle? Et mon postulat, je disais que non, c'est plutôt une opportunité de retrancher le leadership dans sa spécificité humaine, qui est notre sensibilité en tant qu'humain, et de la gestion émotionnelle. Donc je pense qu'il y a une belle transition là qui se passe. Et aussi peut-être une dernière chose sur le leadership. Les jeunes d'aujourd'hui, et là on parlera peut-être un peu plus tard de la génération Y et Z, demandent d'être dirigés par des leaderships visionnaires qui peuvent voir au-delà de ce que voit tout le monde. Donc moi voilà un peu les éléments du nouveau leadership de ce que nous vivons aujourd'hui. Merci. Alors, si tu me le permets, je vais peut-être commencer par te poser une question un petit peu plus personnelle à toi. Enfin, tu vas voir, c'est une question qui ne va pas te surprendre. Donc, dans le cadre de notre table ronde ce soir, on cherche aussi à réfléchir à comment équilibrer l'individualité au profit ou au détriment du collectif en entreprise. Est-ce que tu peux un peu nous donner ton avis sur le sujet ? Alors, très bien. Donc, j'ai supposé passer à la fin, mais c'est pas grave, je passe en premier. Alors, je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à quelle est la place finalement des individualités à forte personnalité, à fort potentiel, on entend ce langage, haut potentiel, fort potentiel, talent de demain, et en même temps, il y a un collectif à gérer. Alors, je commençais pour dire que si le collectif ne répond pas à l'équation suivante, donc, comme il a dit, à la base, je suis mathématicien, je vais vous donner une équation. Si la somme du tout n'est pas supérieure à la somme des individus, le collectif n'a pas sa force, n'a pas sa raison d'être. Donc, l'entreprise aujourd'hui doit pouvoir répondre à cette problématique. Mais ceci dit, comment est-ce qu'on peut faire profiter du collectif quand nous avons des individus qui sont de plus en plus affirmés, avec des personnalités aussi fortes, et on l'a dit, par rapport aux jeunes. À cela, je donnerai quelques critères. Qu'est-ce qui profiterait à l'entreprise d'être armée de ces individus? Je pense que premièrement, il faudrait qu'il y ait une agilité mentale, maintenant qu'on demande, de la part de chaque individu. Aujourd'hui, on n'est plus dans un poste pour 10-20 ans. Les postes changent et on demande à avoir une agilité d'adaptation. On parle aussi beaucoup de la capacité à se remettre en question assez plus souvent qu'on ne pense. Donc on ne peut pas se dire aujourd'hui je fais un poste et voilà, je suis tranquille. On est constamment questionné. Troisièmement, la capacité de se dire que je crée mon identité, mais au service de l'autre. Parce que je ne suis pas seul en entreprise, je travaille avec des collègues, et les collègues peuvent aussi servir de collectif, parce que j'ai vu, là, assister à pas très longtemps aussi, quelqu'un à fort potentiel, mais qui ne s'est pas intégré dans son équipe et qui s'est éjecté. Donc on peut être très bon, on peut être un très fort talent, mais le collectif aussi a sa force. Et il y a quelques éléments, on peut le faire de plus en plus, et le dernier sondage, pour ceux qui connaissent,
de Great Place to Work a mis ça un peu en avant. On parle beaucoup le terme est en anglais, de psychological safety, que je pourrais traduire en français de confort psychologique. Si le collectif ne fait pas provision de ce confort psychologique, c'est-à-dire la capacité à un individu, un professionnel, de dire des choses sans pour autant avoir peur des réprimandes, le collectif risque de ne pas bénéficier du tout du potentiel de l'individu. Deuxième chose, si l'individu a la capacité de mettre en avant son espace de créativité sans pour autant avoir peur d'avoir des représailles, ça profite à l'entreprise aussi. Et peut-être troisièmement, il faudrait que l'ensemble de ces individus puissent créer de la valeur pour l'entreprise, mais aussi pour soi. Il y a un nouveau concept aujourd'hui, les jeunes ou les professionnels doivent sentir qu'ils contribuent pour eux-mêmes au service d'une entreprise qui a un but, qui a un purpose, c'est un peu le terme à la mode. Aujourd'hui, les jeunes ne viennent pas travailler que pour travailler. Ils viennent travailler pour les entreprises qui ont un sens, qui ont un but, qui ont une mission. Et pour faire le lien avec le précédent panel, c'était assez intéressant de se dire, un des challenges en tous les cas de cette individualité, c'est la capacité à se connecter, et je crois que c'est Marianne qui l'a dit, et je dirais, je ferai la même analogie, le leader, pour faire le lien avec le leader qui saura connecter, qui saura se connecter à son employé, se donne tous les moyens de réussir et de mener à bien son équipe. Et ça, souvent, nous ne sommes pas tous armés dessus. Un dernier point, nous sommes à une ère où nous avons toute la technologie pour améliorer la communication. Nous sommes bombardés de communication. Or, nous voyons que la capacité de communiquer entre les équipes est bien là un fort challenge qu'on vit en entreprise. Natacha, Megan, est-ce que l'intervention d'Hubert vous évoque une envie de nous dire quelque chose? Par rapport au psychological safety et la capacité de se connecter, c'est intéressant, les traumatismes développementaux vont avoir un impact fondamental sur la capacité de se connecter. Donc, on met de côté la formation technique. On ne se rend pas compte que j'atterris ici avec mon nerveux système, dans un état. Et il y a chez l'humain ce qu'on appelle la neuroception, mon corps est mon corps. Donc, je peux être bienveillante en apparence externe, mais si mon corps est en constant fight and flight, ton corps et mon corps, on ne se connecte jamais. Donc, déjà, le psychological safety chez le leader, on met de côté encore une fois l'aspect technique de formation. Je dis souvent que if you're a leader, go back home and do your homework. Find your mess and clear it. And if you don't clear your mess, that's what you're going to do back at work. Sachant que c'est pas toujours facile de le faire tout seul. Oui. Donc ça veut dire accepter de se connecter à quelqu'un. En fait. Un leader doit toujours avoir une équipe au fait. Avoir un coach, aller en thérapie. C'est humain en fait d'aller en thérapie. Et ça rejoint vraiment ce que tu viens de dire, c'est we are meaning makers. On est des créateurs de croyances. Donc on va aller là où les croyances résonnent chez nous, les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Ouais. Natacha? Alors oui, merci. Moi, je voulais réagir aussi à ce que tu disais, Hubert, parce que, au fait, je crois que ça rejoint aussi l'aspect de remettre à plat un peu les définitions du leadership et de ce qu'on peut appeler aussi les superstars en entreprise. Donc, pendant des années, des décennies, pour nous, la superstar, c'est la personne qui parle fort, qui vend bien, qui se présente bien, qui a le bagou, la personne qui peut sortir d'un meeting client qui a un contrat signé. Donc, on a ce stéréotype, à en dire, quelque part, de cette superstar en entreprise. Et oui, en tant que leader nous-mêmes, ça a toujours été quelque part une dynamique de se dire, bon, la personne est peut-être un peu sauvage, à en dire, avec ses collègues, mais quand même, c'est celui qui rapporte le plus. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Parce qu'on pense quand même à l'entreprise, bon, ça ramène quand même des sous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que le collectif n'apprécie pas forcément cette personne. Je crois que c'est encore une fois
une opportunité immense et qu'il faut célébrer, de pouvoir repenser tout ça en se disant aujourd'hui, quel est notre superstar, quel devrait être notre superstar en entreprise aujourd'hui? C'est cette personne, oui, bien sûr, toute l'informante. Hein, on ne va pas ignorer le fait que, au bout du compte, une entreprise est là pour faire des sous. Hein, donc, il ne faut pas se leurrer dessus. Mais c'est aussi quelqu'un qui est dans le collectif, qui apporte de la valeur au collectif, qui a ce discours d'inclusion, de diversité, de sustainability, qui est là pour apprendre des autres, être humble, être courageux aussi. Donc, je pense que si nous arrivons nous-mêmes à redéfinir le genre de superstar qu'on recherche pour notre organisation, à un moment, la question de l'individualité par rapport au collectif ne va plus se poser parce que l'individu va être au service du collectif de toute façon. Donc, et c'est là que peut-être même, je dirais, est-ce que nous sommes prêts à Maurice, en tout cas, parce qu'on parle bien de Maurice aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à Maurice au niveau recrutement, au niveau HR, à se repenser à ce niveau-là? Parce qu'on a un recrutement aujourd'hui extrêmement traditionnel à Maurice, basé sur est-ce que tu as un master, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, est-ce que quand tu viens en entretien d'embauche, tu as le bagou, tu sais te vendre, vends-moi cette plume. Toutes les techniques que tu connais, là, je suis sûre que tu n'exerces pas, mais est-ce que quand j'étais dans les entretiens de recrutement, où il me fallait vendre, il fallait que je me montre dur, solide, etc., alors que pas du tout, je ne suis pas du tout cette personne, non, mais il fallait vendre. Je te confirme que l'exercice de l'entretien d'embauche est très difficile pour les gens qui sont introverts, parce que c'est un peu une torture pour eux. Et donc, malheureusement, c'est effectivement aux recruteurs de se débrouiller pour que ce moment ne soit pas un moment qui est extrêmement désagréable pour la personne. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est un tête-à-tête la plupart du temps. Donc on n'est pas obligé de faire passer un mauvais moment à personne, il n'y a personne qui va le voir. Le but, c'est d'arriver dans le moment à, au contraire, éviter de trop stresser la personne, parce que malheureusement, le stress est extrêmement mauvais pour la performance. Hubert en parlait. Concrètement, si on n'est pas en confiance, si on n'est pas dans un environnement où on sent qu'on peut s'exprimer sans risque que ça nous retombe dessus, alors on a naturellement tendance à se mettre des freins. Et la substance qui se libère dans le cerveau quand on a du stress, c'est le cortisol. Et le cortisol, ça inhibe la réflexion. Donc, moi j'ai déjà eu en entretien des ingénieurs qui, sur le papier, sont brillants, ils travaillent dans une entreprise brillante, ils ont eu un parcours de carrière extraordinaire, et le gars en face de moi, j'ai l'impression qu'il a 60 de QI. Pourquoi? Parce qu'il est tellement stressé qu'il n'arrive pas à répondre aux questions. Donc, définitivement, mon métier a un très gros impact sur la capacité de donner l'accès aux entreprises à des gens qui n'ont pas un profil avec un gros bagou, avec tout ce qu'on, effectivement, on a l'habitude de voir, des Steve Jobs, des leaders incontestés. Mais la partie recrutement ne fait qu'être au service généralement des opérations. Et si nous, on fait passer les premiers entretiens, les entretiens suivants sont réalisés par les futurs collègues et les futurs managers de la personne. Et donc, c'est l'intégrale de l'entreprise qui doit changer, parce que si il n'y a que la première étape qui change, ça ne va pas fonctionner. Et tout à l'heure, on disait dans la première table ronde qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être un parent. Je vais vous dire un truc, c'est exactement la même chose. À Maurice, il n'y a pas 10% des gens qui recrutent qui ont une formation en recrutement. Il n'y a pas 10% des gens qui managent qui ont une formation en management. Il n'y a pas 10% des gens qui sont des leaders qui ont une formation en leadership. J'entendais tout à l'heure qu'il y a certaines entreprises qui forment les gens par centaines au leadership.
c'est extraordinaire. C'est beaucoup trop peu fait à Maurice. Donc concrètement, je pense que c'est effectivement dans ce genre de direction qu'il faut aller. Surtout si derrière, ce qu'on veut au niveau de l'entreprise, c'est de l'employé advocacy. Si on veut que les staffs mettent en jeu leur image, mettent en jeu leur communication pour se connecter à l'entreprise et sur des endroits comme Great Place to Work, montrer que l'entreprise est un endroit intéressant, sympa, safe pour travailler, et puis sur les réseaux sociaux, faire la publicité de l'entreprise, parce que si vous êtes une entreprise de 1000 personnes et que vous avez 1000 avocats qui disent le plus grand bien de votre entreprise sur Internet, ça n'est absolument pas la même chose que si il y a 1000 personnes qui disent ne venez pas. Je vais passer à une question pour toi, Méga. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment notre histoire personnelle et nos traumas inconscients influencent notre façon de réagir dans la vie quotidienne, y compris en entreprise, et en quoi une meilleure connaissance de soi aide-t-elle à mieux se connecter aux autres, y compris dans le travail? Ouais. Et je dis souvent, mais on attire qui dans le milieu du travail? Who are we attracting? Who do we retain? Who do we train? On attire ce qu'on appelle les mini-makers, les créateurs de croyances. Donc vous êtes là ce soir, vous êtes habillé d'une façon, vous êtes accompagné d'une personne, vous avez vu quelque chose, vous avez mangé quelque chose. Croyez-moi, il y a des croyances attachées derrière. Peut-être c'est inconscient, mais il y a des croyances attachées à l'arrière. Et les croyances, on n'en voit pas les croyances, on ne voit pas les valeurs, on ne voit pas les identités. C'est quelque part, everybody knows there's a mind, we don't know where the mind is, but there's a mind, and there are many minds. There's a mind in the gut, there's a mind in the heart, and there's a mind somewhere else. Et donc, comprendre ça déjà, comprendre que chacun d'entre nous, aujourd'hui ici, on a des maps intérieures. Quand je dis des maps, déjà, un map cognitif, c'est des maps où il y a des croyances, des valeurs, des identités, des références. Et on va vraiment s'appuyer sur ça en tant qu'individu, en tant que leader, en tant qu'employé ou en tant que membre des organisations. On a aussi des maps émotionnelles, mais ce qui est encore plus intéressant, on a ce qu'on appelle un autonomic nervous system map. Donc le système nerveux de l'être humain est sur une échelle et on oscille sur l'échelle quelque part. Donc si pendant l'enfance, j'ai pas eu d'attunement, la maman était présente physiquement mais n'était pas présente émotionnellement, ça va vraiment impacter mon développement fondamental. Si pendant la grossesse, il y a eu beaucoup de stress gestationnel, j'hérite de ça. Ce qui s'est pas fait dans mon système familial, les générations de cela, j'hérite de ça. Aujourd'hui, l'épigénétique et la neuroscience commencent vraiment à prouver ça, et les anciens ont toujours prouvé ça. Donc, on a ça, on a un bagage. Ça serait idéal de dire que je suis blanche. On n'est pas blanche. Blanche comme une feuille blanche. Et donc, on va intégrer le monde, le milieu de travail avec tout ce bagage. Donc, déjà, comprendre que quand moi, je commence à me découvrir moi et comprendre qu'en tant que créateur de croyances, ça a été dicté par mon vécu, je peux commencer à défaire maintenant. J'en sors beaucoup avec les clients et des fois, j'entends des choses comme « Communicating with human beings is irritating ». Imaginez avoir deux personnes comme ça dans ton équipe qui a cette croyance, belief, qui dit « Communicating with human beings is irritating ». Et ça vient d'où? Ça vient pas juste de la domestication de base, mais ça vient des expériences, ça vient vraiment du corps de la personne. La vie qu'on connaît, elle est très ancrée, elle est embodied. Donc c'est vraiment cette notion de mind to muscle. Croyant quelque chose, vous savez ce que votre système nerveux va faire? Il va prendre cette croyance et il va aller pouf. Il va envoyer plein de messages dans votre corps. Donc déjà, il y a cet aspect de si je commence à me connaître moi. Donc en anglais, on utilise souvent ce terme responsibility. J'adore ce terme parce que c'est responsibility. Donc my ability to respond to life. Donc j'en fais quoi? Est-ce que je retourne au bureau et je dis que j'aime pas cette personne, elle me met dans des états, ou je commence à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe chez moi à chaque fois que je vois Natacha? Pourquoi sa voix me titille autant? Pourquoi je dis souvent, j'arrive pas à la sentir? Qu'est-ce qu'il y a chez moi?
Donc aujourd'hui, vraiment, le leadership, il y a je crois vraiment, il y a cet aspect personnel. Et quand je dis leadership, ça dépasse un titre, c'est la personne avant tout. Donc cette notion de responsabilité. Et je dis souvent que human beings, l'être humain est biologically wired pour régner, pour connecter. Pourquoi même des fois quand les relations ne marchent pas, les collaborations ne marchent pas, on va aller rechercher. C'est l'impératif biologique de l'humain. Et à se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, au sein de l'entreprise, on a des structures dynamiques, vivantes, qui respirent, qui permettent vraiment aux gens de régner, de se connecter? Est-ce qu'on est en compétition dans des différentes équipes, tout le monde travaille pour le même groupe? Là, c'est déjà indicatif qu'il n'y a pas le psychological safety, il n'y a pas cet aspect de biologically wired. Ça, c'est une chose. Et que dire encore de comprendre soi? Et je crois que comprendre soi, c'est justement, on parlait beaucoup de life purpose, Hubert parlait de life purpose. Et quand je me change, moi, le monde à l'extérieur change. Donc, le monde que je vois, vous me voyez, pas vrai? Il y en a parmi vous qui iront ce soir chez eux, ils diront, j'ai bien connecté avec elle. Il y en a qui diraient, un peu flou. Ok, mais vous savez pourquoi ça? C'est parce que le monde que vous voyez à l'extérieur, elle est déjà à l'intérieur. Donc, si on arrive à changer le monde intérieur, on change le monde extérieur. Je dis souvent, change the inner game, the outer game change. Et le leadership, vraiment, est ça, en fait. C'est un challenge, un défi. Mais je crois que c'est beau. C'est rempli d'espoir. Ouais. Merci. Natacha, Hubert, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de nous dire Mika? Moi, juste ce que je voulais peut-être rebondir, c'est pour dire que un leader, un manager, un employé qui rentre en entreprise, pour faire le parallèle avec ce qu'on a discuté au point panel, arrive déjà en entreprise avec un bagage émotionnel, un passé qu'il a construit, qui est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand un manager est formé à comprendre ses schémas comportementaux, elle parlait de systèmes de croyances, on parle aussi de limiting beliefs, des systèmes de croyances limitantes, on peut mieux comprendre l'individu parce que l'individu qui est devant nous, c'est une somme d'histoires vécues, traumatismes ou pas, surpassées, pas surmontées, qui arrivent vis-à-vis de nous. Et cette même personne doit composer avec d'autres, qui elle-même aussi a d'autres. Donc c'est un schéma moins passionnant, psychologue que je suis, de voir cette dynamique. C'est vrai, ça peut monter au cerveau quelquefois, parce qu'on a des gens qui ont des réactions disproportionnées. Alors ça, il faut le reconnaître. Et puis peut-être un deuxième point, c'est pour dire qu'un individu qui rentre en entreprise a souvent ce qu'on appelle son masque naturel, qu'il est chez lui. Quand il est seul, il a aussi un masque adapté quand il est en entreprise. Il y a même des outils psychométriques qui mesurent ça. S'il y a une trop grande déviance entre le masque adapté et le masque naturel, c'est là où on court le risque d'aller un peu vers le burn-out. Dans un forum, j'en parlais. Plus on est vrai, plus on est aligné avec qui on se donne plus de chances, de résilience de faire face au stress. Et souvent, le burn-out aussi arrive dans l'entreprise quand il y a un manque de sens, quand il y a trop de sollicitations extérieures, on n'est pas préparé à l'intérieur à y faire face, ou il y a une trop grande sollicitation de son équipe directe. Et c'est là où je disais un peu plus tôt, le collectif aussi peut être une source de stress pour l'individu. Donc c'est un peu ça, et je vais tout à fait dans mon sens pour le système nerveux et comment est-ce qu'on vit. D'où la collectif, en fait. On sent, on lit l'autre. Ouais. Moi, je voulais réagir à ce que tu disais parce que, en fait, ça me rassure de t'écouter parce que dans ma carrière, je crois que j'ai été voir des dizaines de psychologues, coachs, toutes sortes de thérapies. Et je crois que je ne suis même pas guérie quelque part, si on peut être guérie de tous ces traumas quelque part internes. Donc, je crois qu'on est en train de toucher là, en fait, la question de l'humanité. C'est-à-dire que de démystifier, au fait, le leader, parce que le leader, après tout, c'est un être humain. Et au bout du compte, rempli de tout ce qu'il a été, tout ce que d'où il vient. Voilà, et je crois que c'est simplement de se dire ça. De même qu'il fallait
dans le panel précédent, démystifier le parent comme l'être parfait par rapport aux enfants, ben, c'est pareil, le CEO, le leader, absolument pas parfait. Et au contraire, donc c'est se reconnaître imparfait et juste, voilà, le dire, être authentique dans ce côté imparfait. Et je pense que quelque part, c'est ça aussi qui va apporter cette psychological safety quelque part pour les autres, parce que si même mon CEO, il se donne le droit d'être imparfait, même moi aussi je peux venir avec mon imperfection. Et quelque part, ben voilà, je suis authentique en entreprise. Ça me donne l'autorisation d'être authentique en entreprise. Donc je crois que, encore une fois, ils vont parler. Il ne faut pas hésiter à lui dire, oui, je suis dans une position de leadership, mais je suis aussi imparfaite que vous. Voilà. On rebondit sur le traumatisme. Il faut juste comprendre d'une façon très simpliste. On a 5 doigts et à un moment donné dans ma vie, peut-être en tant qu'enfant ou gestationnel, il se passe quelque chose, c'est trop, c'est vraiment overwhelming. Ce qui se passe que un de mes doigts peut-être va juste aller en congélation. Donc imaginez que vous avez un congélateur à la maison. Le niveau d'énergie qui est dépensé pour garder les aliments en congélation. Donc si vous vous réveillez tous les matins fatigué pour un rien, il est probable qu'il y a des choses qui n'ont pas été intégrées. Et donc quand on fait ce travail, je le dévoile beaucoup, mais déjà dire ça, ça prend beaucoup de force, beaucoup de courage. Et j'espère qu'on entendra d'autres leaders dire la même chose. J'étais en thérapie, je suis toujours en thérapie. Et c'est une bonheur, je crois, de pouvoir faire ce travail. Donc, quand on commence à décongeler, c'est là qu'on a vraiment accès à notre capacité d'être humain entier, d'où vient l'authenticité au fait. Tout à l'heure, avant la table, on discutait avec Natacha du fait que c'était difficile, quand on est un dirigeant, de se montrer aussi avec ses faiblesses, parce que le monde de l'entreprise, c'est aussi un peu la guerre. C'est la guerre entre les entreprises, la compétition. Et si on veut, entre guillemets, battre la concurrence, c'est compliqué de le faire en disant qu'on a des faiblesses. Donc il y a tout un enjeu de réussir à équilibrer le fait de dire la vérité et le fait de, malgré tout, générer de la performance. Et je crois que c'est là l'importance. J'ai commencé en disant que Beyond Meaning Maker, c'est faire le reframing maintenant. Aujourd'hui, moi, je reframe la vulnérabilité en disant je suis vulnérable parce que je touche un point très profond de moi, je suis consciente de moi, je sais self-awareness. Donc, ma vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse. C'est une très grande force. C'est la connaissance de soi. Exactement. Donc, constamment faire le reframing et malheureusement, ça va reposer sur les leaders de faire le reframing. Heureusement aussi. Dans une culture mauricienne, je dois quand même le souligner, où c'est extrêmement compliqué de faire ce reframing-là, parce que je crois de notre éducation très traditionnelle, quelque part, non, il ne faut pas craquer, il ne faut pas. Un leader est fort, donc on ne pleure pas. On ne pleure pas en entreprise. On ne peut pas avoir la voix qui tremble en conseil d'administration. On ne peut pas baisser les yeux quand on se fait gueuler dessus. Donc, il faut être dur, il faut être fort, il faut être rigide tout le temps. Et particulièrement quand on est un type de leader qui ne correspond pas aux standards. Donc, je pense que c'est d'autant plus important, et encore une fois, je parle d'opportunité parce qu'il faut quand même rester très positif dans tout ce qui se passe. C'est que c'est l'opportunité pour imposer, pas imposer, mais proposer un leadership différent dans tout ce contexte où on n'a pas été éduqué pour accepter d'être dans cette inclusion. Donc, je pense que c'est à nous, je pense, de créer, et c'est à travers des forums comme ça, ces discussions où on est capable, je pense, aujourd'hui, de se dire, ben non, nous et bien sûr les générations montantes, nous avons besoin, et le monde a besoin quelque part, d'un leadership qui est authentique, qui peut pleurer quand ça fait très mal. Et ça ne veut pas dire pour autant que le leader est plus faible. Au contraire, peut-être plus fort dans son authenticité. Parce qu'il s'accepte lui-même. Alors justement, Natacha, ma question pour toi, c'est comment est-ce qu'on peut redéfinir le leadership
pour qu'il intègre davantage la bienveillance et l'inclusivité, pour que les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs émotions. On parlait de leaders qui peuvent exprimer leurs émotions, mais au sein des équipes, comment est-ce qu'on peut infuser cette culture et quels sont les défis liés aux stéréotypes de force, de genre, dans le monde corporate, et comment les entreprises peuvent créer des conditions propices au bien-être et à la productivité des employés liés à ces éléments. Alors, vraiment, j'ai beaucoup travaillé dans la transformation des entreprises. J'ai beaucoup fait pas mal de différents domaines aussi. Et aujourd'hui, je travaille donc dans le milieu de la construction en Afrique. Donc, c'est vraiment le domaine où, par essence, l'émotion n'est pas permise, normalement. Et je crois que la clé de tout ça, c'est encore une fois ça va venir des leaders. Donc, il nous faut plus de leaders dans l'authenticité et dans le vrai, et avec ce côté justement qui va se dévoiler quelque part. Donc, je sais, ça paraît très utopique et aussi peut-être mon leader, mais elle ne vit pas vraiment dans le monde business. Si je suis dans le monde business, et je peux vous dire que j'ai parfois désamorcé des conflits sur chantier entre des gens qui gueulaient, mais dans tous les sens, simplement avec quelques paroles bienveillantes et en demandant à tout le monde de se poser, de se calmer et de repenser sur le pourquoi la raison pour laquelle nous étions tous réunis pour le succès du projet. Et je pense que ça a un peu étonné les gens. J'ai par exemple, une fois, j'ai confronté un client qui était extrêmement en colère. Mais le type de client où vraiment, il fait peur. Il fait vraiment très peur. Donc j'avais le choix. Alors, soit je me sauve et je ne lui parle plus jamais et je règle le contrat de la société, ou je vais l'affronter. Et j'ai pris le parti d'y aller en toute humilité et en bienveillance, mais sincère par rapport à la personne. Et c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, c'est un de mes fans. C'est incroyable parce que quand je suis venue et que je lui ai dit, mais voilà, en toute humilité, je vous demande pardon. Si on vous a offensé de quelque manière que ce soit, mais dites-le moi, on va faire ce qu'il faut pour établir les choses, et en toute humilité, mais il a été extrêmement, à son tour, bienveillant envers moi, et aujourd'hui, on s'en trouve super bien. Donc il y a des cas comme ça où je pense que la bienveillance, l'humilité, encore une fois, la manière de prendre les choses et de mettre son ego de côté, ça peut vraiment désamorcer plein de choses. Donc je crois que le changement se fera si avec les gens qui ont ce même discours, rassembleurs plutôt que diviseurs. Tu sais à quoi ça me fait penser ce que tu dis? Au film vice-versa. On parlait tout à l'heure des enfants et de la difficulté pour eux à identifier leurs émotions. Les adultes, on n'est souvent pas beaucoup mieux parce qu'on n'était pas armés quand on était enfant avec les outils du type la roue des émotions qui sont très en lien avec le film vice-versa. Si vous êtes manager, je vous recommande le film vice-versa. Allez-y avec vos enfants, mais aussi avec vos équipes. Méga, est-ce que par rapport à ce que disait Natacha, ça t'évoque quelque chose? C'est cette notion qu'elle en est consciente, elle le vit au quotidien. C'est le leader d'aujourd'hui et du futur joue et jouera un rôle très important dans ce qu'on va appeler le unleashing of potential des humains. Je crois qu'aujourd'hui, le empowerment, on a pendant trop longtemps attaché ça à ceux au bas de l'échelle, mais le vrai empowerment, c'est que je dirige d'une telle façon que toi, faisant partie de mon équipe, tu deviendras maître de tes pouvoirs intérieurs, donc ta capacité de penser, la réflexion, d'éprouver des émotions, le langage, les actions. Et j'entends énormément de valeurs. En fait, tu as parlé de valeurs justement, qui sont très attachées au conscious leadership. J'ai entendu l'humilité, la bienveillance. Et Hubert a dit ça à un moment donné plutôt, c'est se rappeler que we are in service of each other. Dans l'entreprise, c'est pas moi, we are in service of each other. Et ça, je crois qu'il n'y a pas plus beau life purpose que ça.
en disant que je te touche, tu me touches et quelque chose change à la région. Ouais. Un exemple que je voulais donner aussi, c'est, vous savez combien de fois je demande pardon à mes équipes? Parce que parfois j'arrive et j'interprète une situation. Ah, mais tu m'as pas envoyé ce rapport-là, le deadline était hier. Ah, ben si c'est dans ton mailbox. Et je vérifie et le rapport est là. Ben, et je lui demande pardon humblement. Excuse-moi, j'ai réagi de la mauvaise manière, tu m'as pas envoyé, tu as respecté ton deadline, je te demande, et en public. D'accord? Donc je crois que c'est un peu de la même chose que la parentalité, quelque part. À quel point on demande pardon à nos enfants quand on fait des erreurs? Et ce que tu dis est beau parce que l'humain est. On fait du modeling sans le savoir. Donc les gens qui travaillent avec toi, une fois, demain ils sont plus avec toi, ils sont toujours avec toi, ils vont vraiment te modèler au fait. Et c'est ça, je dis, we are in a vision of life. Ouais. Tout à l'heure, pareil, on parlait des enfants et du fait qu'ils n'écoutent plus les parents. C'est un certain âge tellement, mais ils les regardent. C'est exactement la même chose avec les équipes. Les enfants modèlent déjà les parents. Ouais. Hubert? Peut-être juste un dernier point. En écoutant Natacha et les gars, je me disais, bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat peut-être. C'est la place de la femme leader. Et souvent, parce que souvent, dans cette entreprise, des fois, les femmes en position d'autorité ou de hiérarchie essayent d'en faire trop, alors que si elles étaient dans leur vérité et leur sensibilité, c'est là où elles ont le plus d'impact. Mais bien souvent, parce qu'une femme se trouve en position d'autorité ou de hiérarchie, se crée presque un modèle, presque un masque, comme je disais. Et quand je disais que quand le masque personnel est trop dévié du masque adapté, on a des trucs fous, on a des déviances. Et pendant que tu parlais, je me disais, mais voilà une image d'une femme qui est leader, qui est dans sa vérité. Et l'impact, elle en témoigne elle-même. Et moi, presque, un DRH d'un groupe comme le mien, j'encourage des femmes, j'ai des collègues, j'ai vu ici. Je les encourage vraiment à être dans la vérité. C'est pas pour autant que ça va amoindrir la qualité de leader dans leur poste. Merci. Esther. Très bien. Merci beaucoup à mes trois invités pour leur présence. Merci aux attitudes de nous avoir donné la parole. Et puis, je vais peut-être rendre la parole à Esther. Ah, on a des questions du public. Je me rassois. Cher public, est-ce que vous avez des questions? On a le droit de reposer des questions. Oui, j'ai envie. J'ai toujours besoin de comprendre, désolée. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que vous arrivez à composer avec aujourd'hui des entreprises, avec des employés qui viennent du Bangladesh, qui viennent du Népal, de Madagascar, etc. Et comment est-ce qu'on arrive à créer ce lien? Parce que souvent, c'est des gens qui sont là pour 2 ans, un contrat de 2 ans, etc. Comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer ces gens qui vont partir et à les intégrer dans l'entreprise? Quand vous parlez de la communauté, il y a parfois des chocs culturels. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Ça m'intéresse. Alors, je me permets de prendre la parole sur cette question. Donc, j'opère dans une boîte internationale, donc on a beaucoup de nationalités. On a énormément, que ce soit des gens de l'Asie, des Africains, des Européens, on a vraiment de tout. Et c'est un sur-contrat, c'est un long terme, donc je pense que ce serait intéressant pour moi de répondre. Je crois qu'au bout du compte, encore une fois, la solution pour moi est dans le leadership. Donc ce leadership qui quelque part est synonyme de donner le ton et la culture de l'entreprise. Donc la culture,
si on la façonne bien, et la culture, enfin, ça c'est un autre débat encore sur la culture, mais grosso modo, si on façonne bien la culture, doit être une culture ouverte d'esprit. C'est-à-dire que, en tant que leader, je ne tolère pas certains comportements. Et j'agis quand certains comportements sont visibles. D'accord? Donc, ça, c'est le leadership courageux aussi, quelque part. Donc, par exemple, il m'est déjà arrivé sur certains chantiers, par exemple, d'avoir des commentaires. Ah, ces gens de l'Inde, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Tout de suite, sur le coup, j'ai le courage d'arrêter ce genre de comportement parce que ça devient ma culture. Si je te laisse, ça devient ma culture d'entreprise. Donc, je dois tout de suite, sur le coup, arrêter le comportement et faire comprendre à la personne donc, qui a été attaquée, quelque part, qu'elle est protégée par le leadership. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes sentent qu'ils n'ont pas le droit de ne pas être inclusif. Tout le monde est un être humain. Quelle que soit ton appartenance, quelle que soit ta culture, tu es un être humain, tu es dans l'organisation, donc tu es respecté en tant que tel. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, pareil, l'humilité, quelque part, de se dire que je ne suis pas la sachante. Je ne serai jamais la sachante. Le savoir vient de ceux qui opèrent. D'accord? Donc, si cette personne qui opère vient de l'Inde, de Bangladesh, c'est de se dire, je vais apprendre de cette personne-là parce que je ne sais pas. D'accord? Donc, passer du temps avec la personne, aller manger avec la personne pour dire, hey, d'où tu viens? Est-ce que ta famille est encore là-bas? Est-ce que c'est pas trop dur d'être si loin pendant 2 ans? Donc, apprendre à connaître la personne et on apprend tellement, au fait. Et on a un lien, on bâtit un lien, même si pendant 1 an, 2 ans, 6 mois, on bâtit un lien avec cette personne. Moi, aujourd'hui, tous les membres de l'organisation, aujourd'hui, j'ai environ 400 personnes dans mon groupe, tous les membres de l'organisation ont mon numéro de WhatsApp. Et ils savent tous qu'à n'importe quel moment, ils peuvent m'appeler. D'accord? Parce que j'ai un lien personnel avec chacun d'entre eux, ils le savent. D'accord? Donc, ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de s'ils ont besoin de moi, ils peuvent m'appeler. D'accord? Donc, je crois que c'est encore une fois une question du leader, de ce nouveau leader quelque part qui doit gérer le côté inclusif, qui doit le vivre, qui ne doit pas qu'en parler, mais le faire vivre et le démontrer quelque part au quotidien.